Bastien qui voulait ajouter un petit mot. Oui. Un petit mot de clôture. Écoutez, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que je suppose que à cette heure-ci, oui, une toute petite aparté sur la Chine en pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat, pardon, la Chine est arrivée au niveau des États-Unis cette année, avec une petite différence tout de même, c'est qu'en tendance, la Russie, pardon, la Chine est à plus 6 à peu près %, si on peut le mesurer vraiment, alors que les États-Unis sont à plus 2 environ. Donc quand on est à égalité à 18 000 milliards de dollars, ça va beaucoup plus vite à 6% en augmentation qu'à 2%. Voilà, c'était simplement pour revenir sur un point qui avait été évoqué par Henri. Oui, je vais faire très rapide parce que je sais que j'ai plus du tout de temps. Mes propos portent sur la vision que nous avons du Conseil de l'Europe, parce qu'ici, lorsque j'ai lancé cette idée, enfin, c'est pas moi qui ai lancé cette idée, c'est à travers ce qu'on a fait, on l'a concrétisé. Eh bien, c'était surtout pour faire venir ici et pour avoir un lien entre le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les 47 pays du Conseil de l'Europe, et la région. Et les gens que nous recevons ici, on reçoit environ 30 000 personnes par an, surtout des jeunes, et c'est très important. Oui, donc nous avons du Conseil de l'Europe qui réunit aujourd'hui 47 pays autour des valeurs de la Convention européenne des droits de l'homme, mais 47 pays séparés par un bouclier antimissile positionné par l'OTAN de Kaliningrad à la Turquie, avec 40 pays à l'ouest de ce bouclier et 7 pays à l'est. Ce faisant, les États-Unis divisent la grande Europe afin d'assurer la sécurité des pays vassalisés avec lesquels ils souhaitent conserver des relations privilégiées, c'est-à-dire nous. Nous sommes bien loin d'une Europe puissance libre de ses choix, de ses partenariats et de son avenir. Notre système intergouvernemental et nos souverainismes ne nous permettent pas de disposer d'une diplomatie commune. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, puisque je prône... j'ai lancé le Parti fédéraliste des pays membres dans la zone euro il y a déjà 5 ans. Je sais que je suis le seul membre, mais... oui, ne riez pas. J'espère qu'un jour, il y en aura 2. Oui, on parle d'un pays, du fédéralisme européen, mais le fédéralisme au niveau de l'Union européenne ne marche pas. Il faut au moins avoir quelque chose, un socle commun. On a l'euro. Alors effectivement, je pense que le Parti fédéraliste des pays membres de la zone euro, ça pourrait peut-être fonctionner, encore que. C'est pas de mal à veille. Oui, nous sommes... Ah oui, notre système intergouvernemental et nos souverainismes ne nous permettent pas de disposer d'une diplomatie commune. Nous sommes inaudibles et impuissants, alors même que l'intérêt de l'Union européenne serait de s'ouvrir sur l'Union économique eurasiatique. Oui, je dis bien l'Union européenne s'ouvrir sur l'Union économique eurasiatique comme nous le sommes vers l'Ouest. Nous laissons se construire une barrière militaire et psychologique qui va peut-être laisser fuir vers l'Orient les 17 millions de kilomètres carrés d'une Russie dont la richesse est immense et qui va profiter du réchauffement climatique. C'est vrai que c'est un élément aussi très important pour les Russes. En 1990, Manfred Wömer, secrétaire général de l'Alliance Atlantique, déclarait devant les députés soviétiques « Le temps de la confrontation est terminé ». C'était les Américains qui disaient ça. L'hostilité et la méfiance doivent être enterrés. Oups. Nous voyons votre pays et tous les autres pays de l'ancienne organisation du Pacte de Varsovie non plus comme des adversaires, mais comme des partenaires. En 1994, Moscou signe même le programme de partenariat pour la paix de l'OTAN. Le 28 février 1996, la Fédération de Russie entre au Conseil de l'Europe. Je vous signale qu'actuellement, la Fédération de Russie au Conseil de l'Europe n'a plus le droit de vote depuis l'invasion de la Crimée et menace d'ailleurs de quitter. La réunification. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, ma langue a fourché. La réunification. La libération. La libération. Oh, il reste des Turcs, là. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. La langue a refourché. Alors, je vous jure que je ferai attention. La Fédération, puis ratifie en mai 1997 un accord de coopération mutuelle stipulant que la Russie et les États-Unis ne sont plus ennemis. Gorbatchev déclare alors « L'Europe est notre maison commune ». Viennent ensuite des exercices militaires russo-américains. Andrei Gortchev envisage même de fusionner les structures militaires de la CEU et de l'OTAN, espérant que la Russie intègre l'Union européenne. C'était une autre époque, et pourtant, c'était il n'y a que 20 ans.
À son arrivée en 2000, Vladimir Poutine conserve ce même prisme pro-occidental et voit dans une libéralisation maximale de l'économie l'une des clés de la Renaissance. C'est ce même Poutine qui fait acte de candidature à l'OMC, affirmant que la Russie appartient à la culture européenne occidentale, donc à l'Occident, plaidant en faveur d'une coopération plus étroite avec l'Union européenne, son premier partenaire économique. Alors que s'est-il passé? Pourquoi en sommes-nous arrivés 20 ans après? Là, 20 ans après. Pourquoi George Bush, qui arrive en 2001, choisit la confrontation, cassant ce début de rapprochement, souhaitant même en 2003 un changement de régime à Moscou? Pourquoi vouloir se recréer un ennemi après la disparition de la menace soviétique? Sinon, pour redonner du travail à l'immense complexe militaro-industriel américain qui pèse 4 000 milliards de dollars par an, soit une fois et demie le PIB de la France. Pourquoi ce soutien à la première révolution orange en Ukraine en 2004, puis ce même soutien à l'Ukraine et à la Géorgie en 2008, dans leur volonté d'adhérer à l'OTAN? Face à la dégradation des relations russo-américaines, Vladimir Poutine joue alors la carte des capitales Berlin et Paris, qui s'étaient fortement opposées à l'intervention militaire américaine en Irak. Mais dès lors que le rapprochement avec Moscou n'est plus souhaité par Washington et par la direction de l'OTAN à Bruxelles, l'Union européenne y met un terme sur le champ et sans explication. Voilà où nous en sommes et voilà pourquoi, dès 2012, Hillary Clinton ne cachait pas sa volonté de s'opposer par tous les moyens à l'Union économique eurasiatique. Une stratégie de renforcement du processus d'intégration de l'espace post-soviétique avec à la clé une reconfiguration des milieux bancaires, le développement des marchés financiers, le financement de grands projets d'infrastructure, donnant ainsi une profondeur monétaire importante au rouble. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai encore une page, mais lorsque Viktor Yanukovych est renversé durant les Jeux de Sotchi, il est en train de ratifier l'adhésion de l'Ukraine à l'Union économique eurasiatique, qui regroupe la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, la Kirghizie et la Fédération de Russie. Moscou souhaite édifier une union économique à l'image de l'Union européenne en regroupant les pays situés dans sa sphère d'influence. Mais sans l'Ukraine, c'est difficile. Que vient faire dans ce contexte l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Pourquoi positionner des SM-3 à Redzikovo, situé à 150 km de Kaliningrad, alors même que le système SM-3 peut être rapidement modifié en lanceur du missile Tomahawk, pouvant atteindre Moscou en un peu plus d'une heure? Idem en Roumanie. La question est d'autant plus grave que toute la communication porte sur un bouclier de protection et non sur une arme d'attaque positionnée en bordure de la frontière russe. Face à cela, Moscou a positionné des missiles balistiques Iskander dans la cave de Kaliningrad avec pour objectif la destruction de Redzikovo. Idem sur le site roumain. Une batterie de missiles Iskander devait être installée en Crimée avec pour objectif la destruction de Devletsou. À quand un bouclier russe, et là je rejoins Henri, le long de la frontière mexicaine? Malheureusement pour nous, ce bouclier qui n'est lié à aucune volonté européenne remet sévèrement en cause l'indépendance stratégique des États de l'Union européenne. Il remet en cause également les fondements de la dissuasion nucléaire française et son autonomie de décision. C'est aussi un terrible revers pour nos entreprises et nos emplois, car il est exclusivement réalisé par de grands groupes industriels américains, sans compter les contrats d'armement qui lui sont liés. Si les États-Unis sortent du traité ABM, la Russie sortira du système d'accord de limitation des armes stratégiques, classiques voire tactiques, et engagera une politique indépendante en matière de dissuasion nucléaire. La première répercussion géopolitique du conflit ukrainien et des sanctions envers la Russie a provoqué une réorientation de la stratégie vers la Chine. Ainsi, Moscou compte peu à peu remplacer les investissements occidentaux par des investissements chinois, dans la mesure où la Chine, en tant que partenaire, est attractive pour le pouvoir russe, en ce qu'il ne fonde pas les relations bilatérales entre Chine et Russie sur le principe de la morale. Voilà, et ça c'est toute l'ambiguïté de ce que fait notre inexistence est d'autant plus regrettable que nous nous laissons influencer au point d'accepter l'idée d'une guerre potentielle présentée à l'opinion publique occidentale comme une option politique et militaire nécessaire et probable. Le débat électoral américain portait notamment sur un engagement des USA et de l'OTAN contre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Rien que ça. Ce qui est très préoccupant, c'est le déséquilibre des forces et l'inexistence d'une Europe puissance. Combien de temps
nous faudra-t-il encore pour gagner notre liberté et commencer et commercer avec qui bon nous semble? Alors je terminais par quelque chose que je ne lirai pas parce que je peux dire vive une Europe libre, forte et démocratique.